Salut à tous, bienvenue à Ashdod. Si vous ne connaissez pas la ville, eh bien restez avec nous. On va parler de ses habitants, on va parler de la ville bien sûr et surtout on va parler de notre ami David Suissa. Salut David, bienvenue. Salut, bonjour. On est très content de t'accueillir. Merci, moi aussi très content d'être là. Voilà, surtout que là tu as des bonnes bouteilles de vin alors, sur la table. Absolument. Bon, on va pas les ouvrir, Absolument. mais c'est les bouteilles de vin que tu produis, du Absolument. vin israélien. Absolument. Alors, avant d'arriver au vin, tu as fait plein de choses dans ta vie. Ouais. Donc, nous, on aime bien faire découvrir aux gens qui habitent à Ashdod. Quel bien. genre de personnalité? Toi, on peut dire que tu en es une certaine. Ouais, j'espère. Alors, avant le vin, tu as beaucoup travaillé dans la mode. Ouais, c'était mes premiers amours en fait. J'ai travaillé avec Kenzo pendant une dizaine d'années. J'ai eu cette chance de collaborer avec lui à Place des Victoires et voilà, c'était mon univers, celui qui a nourri ma culture du luxe, ma culture des belles étoffes, ma culture de la perfection. Et j'ai ensuite collaboré aussi avec Francesco Smalto quand j'ai fini ma collaboration avec Kenzo. Ensuite, je suis parti en Italie chez Corneliani. Ouais. Et à un moment, Tu faisais quoi en Italie chez Corneliani? J'étais agent aussi, donc je participais aux collections et en même temps au développement de la collection homme sur la France. Et voilà, ça a été toujours... oui, parce que chez Kenzo, vous ne l'avez pas dit, mais vous étiez responsable du développement homme. homme. Absolument. Pendant une dizaine d'années. Alors au début, j'ai travaillé au studio avec Kenzo. Non pas à la création, mais en tout cas, c'était une toute petite structure. C'était à l'époque où Kenzo commençait dans le Marais. Ensuite, il est passé à Place des Victoires. On était vraiment une petite structure familiale. Je me rappelle à la Place des Victoires, tous les clients du monde entier qui venaient, mais c'était quand même un petit groupe. Et ensuite, on est passé chez un licencié. Et là, on a pris une autre dimension, plus internationale et plus nationale. Donc, et on a fait ce parcours. C'était une belle aventure. On connaît une très belle aventure. Alors, c'est une belle aventure. Alors j'imagine qu'il y a J'ai beaucoup de choses. participé, je suis fier. Vous pouvez. Ouais. Enfin, tu peux, pardon. Ouais. Et alors, ce qui est sympa, c'est que on imagine ce qui a dû se passer parce qu'entre être dans la mode chez Kenzo à Paris, Place des Victoires, et faire du vin à Ashdod, il y a un monde entre les deux. C'est vrai. En fait, il y a un monde et non, parce que bon, le monde de la mode, c'est de la création, c'est aussi un regard sur les belles choses. Bon, alors le vin, bien sûr, c'est d'une autre dimension, parce qu'on touche à la terre, on touche aux fruits, on touche à une matière qui est vivante. Le textile, c'est vivant, je veux dire, dans son mouvement. Quand on le touche, je peux vous parler des fibres pendant des heures, mais c'est vrai que le vin, c'est vivant. C'est sûr que quand je suis sur les vignes avec des agriculteurs et quand je transforme le raisin en jus, c'est un parcours qui est franchement philosophique, spirituel, culturel, scientifique. Donc c'est vraiment une dimension extraordinaire. Je pense que j'ai eu cette chance de faire ce saut-là. Et alors c'est parti. Je vous dis comment je suis arrivé. Bah oui, parce que ça nous interpelle quand même. Comment tu as choisi la vérité, ce qui a motivé, c'était une volonté déjà de quitter le monde de la mode parce que c'était trop compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que tu avais fait tchouva, tu étais devenu plus religieux, je m'engageais plus pratiquant. J'étudiais, je renforçais dans mes pratiques, dans mes convictions et c'était plus un monde pour moi. Je vais pas vous décrire le monde de la mode, surtout quand on a passé des soirées avec Jean-Paul Gaultier, avec Issy Miyake voilà quoi, je à boire et je veux pas détailler, chose. Donc je veux pas détailler. Donc ne détaillez pas. On a voilà, j'ai dit qu'il fallait que je quitte ce monde-là. Et en fait, mon aspiration et mon rêve, c'était de ponctuer j'ai tellement souffert de m'imposer d'aller dans les salons Shabbat, de participer à des réunions et à des événements qui étaient pas forcément dans les Yamim Tovim, etc. J'ai beaucoup souffert de ça. Et j'ai dit qu'à un moment, ça y est, il fallait quitter après 10 ans. Vous étiez en contradiction avec votre être intérieur, on va dire. Ouais. Il y a une belle histoire parce qu'il y a une fille un jour, j'étais en Chidour. Bon, je sais pas si ma femme écoute, mais j'étais en Chidour. Elle est venue. Après, peut-être. Ouais, elle m'a dit, écoute, j'aimerais venir te voir. Elle est venue chez Kenzo à Place des Victoires et on était en pleine collection avec les mannequins qui se baladaient partout, les clients du monde entier habillés complètement loufoques parce que Kenzo, c'était pas Saint-Laurent, c'est vraiment le monde très loufoque et complètement marginal de la mode en France, voilà quoi. Et quand elle est arrivée, elle m'a dit c'est vraiment Youssef en Mitzrayim. Et je trouvais que ce mot-là, c'était presque un électrochoc pour moi. J'ai dit c'est vrai, qu'est-ce que je fous là quoi. Et franchement, c'était un électrochoc cette phrase. Donc c'est ça qui a fait que vous êtes parti vers le vin. Non, je veux dire après c'était voilà, je rêvais d'un produit qui me donnait autant d'adrénaline et autant de passion. Parce que c'est dur de quitter la mode. Ouais. Et j'ai beaucoup prié. J'ai dit vraiment, j'espère que je vais trouver quelque chose où je m'exprime, où je peux pas travailler sans passion. Je me voyais mal être fonctionnaire dans un truc ou travailler. J'ai eu des propositions dans des gros groupes textiles, mais qui étaient je sentais que j'allais m'ennuyer, donc il me fallait un challenge qui soit plus dans la création.
Et je voulais que le calendrier juif ponctue ma vie, et il s'avère que c'est le. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais déjà connaisseur, je cultivais les vins, je cherchais toujours les bonnes bouteilles. Vous étiez très amateur. Oui, j'étais très amateur. Même lorsque vous ne mangez pas cachère, Oui, vous oui, buviez du très bon vin, donc, c'était votre truc. Ouais, absolument. Et puis même, il y a beaucoup de gens dans l'univers cachère qui me disaient, David, choisis-moi ma cave, je sais que tu connais les vins, etc. Donc, et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un investisseur à qui j'ai dit, écoute, c'est pas normal, et qui était aussi amateur de vin. Je lui ai dit, écoute, c'est pas normal que les vins que je te choisis soient aussi dégueulasses, entre guillemets. Bon, j'aime pas ce mot, mais la vérité, c'était ça. Okay. Donc, sur 10 vins que il y a j'achetais, longtemps. voilà. Il y a quoi? Il y a 25 ans. Ouais, voilà. Sur les 10 vins. Ça a changé depuis. Et bon, je vais citer une cuvée que j'adore aujourd'hui. Donc, je veux pas non plus être, comme on dit, Mézalzalota, mais c'était Château Giscourt 95, qui est un grand cru classé de Margaux, et qui est pour moi un terroir qui est extraordinaire, que j'ai une profonde admiration pour ce château, que je ne produisais pas. C'est mon concurrent qui l'a produit après. Okay. Et je trouvais que c'était vraiment infâme, quoi. La cuvée, c'était tellement infâme que je me suis permis d'appeler le maître de champ. Je disais, écoute, comment ça se fait qu'un terroir aussi magique, aussi extraordinaire, un château aussi sublime donne des vins comme ça en cachère? C'est pas normal. C'est-à-dire qu'en non cachère c'était excellent, en cachère c'était ouais, pas c'est bon. pas possible. Je dis bon, il faut arrêter ça. Et j'ai eu la chance d'aller convaincre des grands châteaux en disant bon, on va commencer à faire du vin cachère. En fait, je suis sorti de la problématique cachère. J'ai dit, je veux pas. En fait, tous les producteurs de l'époque avaient une approche cash. Et vous avez changé, vous? Ouais, ils voulaient faire de l'argent. Ils voulaient faire du cachère parce que ça correspondait à une niche. Donc moi, là, vous vouliez faire du vin. Voilà, j'ai dit je vais faire du vin et après je voudrais qu'il soit cachère. Mais on va faire d'abord du vin. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça change la problématique. Alors, voilà. Vous n'êtes pas onologue, vous n'avez pas étudié. Hein, aujourd'hui, vous l'êtes devenu par la force des choses. Je regrette un peu de ne pas avoir, mais j'ai jamais eu le temps de faire cette école-là. Mais j'ai tellement appris avec les plus grands onologues. J'ai collaboré pour ceux qui connaissent avec Michel Roland pendant une dizaine d'années, que j'ai rencontré encore il y a 15 jours à Bordeaux. Et c'est la sommité dans l'univers du monde avec Robert Parker du vin. Et j'ai eu la chance de collaborer avec lui. Vous avez fait les grands châteaux. Vous avez travaillé dans Smith Lafitte notamment, avec qui j'ai collaboré depuis l'année 2000 jusqu'à là. Mes équipes, ils sont à Smith Lafitte justement pour l'arrivée des vendanges. Je reproduis encore dans ce château. C'est vraiment un château sublime qui est pour moi un des plus grands vins cachères au monde. Ça paraît fou quand on vous entend parce que vous avez l'air passionné. Vous l'êtes d'ailleurs, pas que vous n'avez pas que l'air. Vous avez travaillé, vous avez lancé des productions. Vous continuez à le faire en France. Pourquoi vous avez atterri à Ashdod? Oui, alors Ashdod, c'est encore. Bon, de toute façon, la vérité, il n'y a pas. Vous avez fait l'ALIA, tout simplement. Oui, déjà, première question. Ouais, voilà. J'ai fait l'ALIA. Bon, ça, c'est pas tellement un secret. Je veux dire, il y a des milliers de gens qui arrivent aujourd'hui en Israël. Et Cathy, vous le savez, vous avez fait plein d'émissions sur les Olim. Bon, il y a un moment, l'Europe, ça devient anxiogène pour les Juifs. Quoi. Donc, il y a eu des éléments. Il y a eu des éléments qui ont été déclencheurs. C'était un jour, je rentrais de l'école avec mes enfants que j'étais allé chercher. Ils étaient à l'école Lubavitch et ils étaient nourris de la culture juive, des chansons, etc. Et ils étaient dans le jardin un vendredi. De chez vous? Oui, à la maison. J'habitais à Vincennes. Ils étaient dans le jardin, en train de chanter les chants de Shabbat, en train de s'éclater. C'était une fraîcheur, franchement, d'une émotion magnifique. Et j'ai dit, et c'était l'époque, on était en plein dans les attentats. D'ailleurs, très très vite, Super Cash, c'est ça Hyper Cachère. Hyper Cachère, etc. ont suivi. Et j'ai dit, ça pue. Je leur ai dit, écoutez, rentrez, je veux pas que vous chantiez ces chants dans le jardin. Parce que j'avais peur que des islamistes passent ou qu'on. Vous n'étiez pas très serein. J'avais peur qu'on me repère en fait, comme maison juive. J'avais peur qu'on me repère. J'ai dit mince, c'est ça que je réserve comme futur à ma femme et mes enfants. Et les enfants, ils avaient intégré ça ou pas? Oui, alors j'ai compris qu'ils l'avaient intégré sans qu'on le dise parce qu'on les protégeait. J'ai des enfants en bas âge qui sont là d'ailleurs et je me suis dit comment un enfant il peut absorber sans qu'on en parle. Je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de je sais pas, vous trouverez peut-être le mot mieux que moi. Il y avait une espèce de chape de plomb au niveau de cette information sur les attentats, sur Israël, etc. Mais ils ont intégré. Qui arrivait même à être intégré par les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je revenais de l'école et on a traversé c'était Champigny, je crois. Ils sortaient tous de la mosquée et je vois mon fils qui avait sa kippa sur la tête. Il enlève sa kippa. J'ai dit mince, pourquoi il enlève sa kippa? Qu'est-ce qu'il a compris sur cette scène? Je dis Nathanaël, pourquoi tu enlèves ta kippa? Il me dit non, il y a des Arabes, j'ai peur. Franchement, ça m'a choqué. Il avait compris que ceux qui se baladaient en sari là, c'était des islamistes. Il avait compris qu'il était en danger. J'ai dit potentiel. J'ai dit à 12 ans comprendre ça et être influencé. C'est ça qui a fait que. J'ai dit stop. J'ai dit à ma femme, c'est fini. On part en Israël. Bon, à part ça, bien sûr que j'étais très attaché au pays.
et que Bien j'avais sûr. très envie d'y aller. Voilà. Alors, après, une fois qu'on prend la décision, il faut choisir une ville d'atterrissage. Oui. Et vous avez choisi Ashdod. Alors j'ai choisi Ashdod pour deux raisons. Parce que d'abord, il y avait ici de la famille de mon épouse, qui était pour elle, c'était quand même aussi un choc de tout de suite venir en Israël. Et elle avait de la famille ici, donc il fallait créer un port d'attache pour qu'elle ne se sente pas seule, qu'elle soit entourée. Il s'avère que c'était Ashdod. Donc ça, c'était le premier choix. Et le deuxième choix, c'est que je voulais quitter le tumulte de Paris et de la vie parisienne pour retrouver une Les vie calme. embouteillages, la folie, les loyers chers, la vie folie, chère. ne pas savoir où se garer, se prendre des prunes tous les matins. C'est une ville vraiment qu'on affronte. J'en avais marre de vivre dans des villes qu'on affronte. Et je trouvais qu'Ashdod, c'était d'abord une belle ville. Et je ne regrette pas parce que tous mes amis qui habitaient à Ranana et Jérusalem Mais c'est m'ont pas dit... chic quand on a des amis à Ranana d'habiter à Ashdod, pas du tout. Pas du tout. Chez les francophones, chez certains francophones. Ouais, mais c'est du snobisme. Eh ben voilà. C'est bien de le dire. Oui, c'est du snobisme. Ouais, parce que finalement, tout le monde vit la même chose. Ouais, parce que franchement, non seulement ne vit pas la même chose, parce que je trouve que les conditions et le code de vie à Ashdod, il est franchement sublime. On est en bord de mer, il y a une très belle taillelette. Franchement, l'urbanisme est magnifique. Les bâtiments correspondent aux dernières normes aujourd'hui de construction. On a l'impression d'être à Cannes. Vous n'avez pas regretté votre choix? Non. Hein? La vérité, j'ai failli repartir à Jérusalem parce que tout le monde me disait viens. Et on s'est habitué aujourd'hui pour rien au monde. Mais mes enfants étudient avec moi dans des lieux même superbes. Il y a des yeshivot, il y a le monde religieux est très actif et très vivant. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, mais je suis content. Voilà. Il n'y a rien à faire, mais je suis content. Ça veut dire quoi il n'y a pas de folie, de boîte de nuit, de port avec le tumulte de la nuit. Il y a des restaurants très chics, très sympas. Donc je sors avec mon épouse, on se fait des super restaurants, des très bons restaurants à Ashdod. Et ça me suffit très bien. Ça vous suffit. Ouais, quand je c'est veux une aller vie plus paisible, voilà, plus calme. Exactement. Vous avez des spectacles, je vous allez à Tel Aviv. les vignes aujourd'hui que les villes. Alors justement, puisqu'on parle de vignes, ça tombe bien parce que vous avez amené 2 belles bouteilles sur la table. Donc vous avez continué à produire ici. Et donc pour vous, c'était un démarrage de produire du vin en Israël. Alors en fait, c'est très intéressant parce que j'ai produit des grands crus classés à Bordeaux pendant des années. Smith Olafide, Rosangassi, Lafont Rocher à Saint-Estèphe. Vous allez faire rêver en faire. Ouais, j'ai eu la chance de produire ces grands crus classés. Et j'ai dit, pendant 20 ans, j'ai produit des grands crus classés, la version cachère de la non cachère. Je dis, je pense qu'il est temps de faire mon vin et de le signer. Et donc, pour le signer, vous avez attendu d'être en Israël. Ouais, et voilà. Donc, comment c'est faire du vin ici? Ici, d'abord, je trouve que c'est un terroir magnifique et magique. Pour moi, c'est de découvrir des nouveaux caractères. Les Cabernet Sauvignon ici sont complètement différents de ceux de la France. Elles sont de Ramat Golan. C'est pas les miennes, puisque aujourd'hui en Israël, on est ce qu'on appelle dans des vins nouveaux mondes. Donc le raisin se balade beaucoup pendant les vendanges à travers le pays, puisque tout le monde achète ses raisins et vient les vinifier. J'avais pas cette culture et j'avais très peur de ça parce que moi, à Bordeaux, je suis habitué d'abord à faire venir mes vendanges pratiquement dans l'heure après la vendange, tout de suite. C'est pas le cas ici. Voilà, ici, il faut les faire voyager. Donc je veux pas rentrer dans le détail technique des défauts que ça peut amener au vin ici, mais j'avais peur de ça, d'acheter des raisins. Et puis surtout, il y avait cette notion de terroir qui était importante pour moi, de produire un vin qui est issu vraiment de son terroir. Là, j'ai des raisins qui arrivent de Ramat Golan, qui arrivent de Binyaminat. Donc j'essaie de donner une identité au vin qui est vraiment une identité israélienne, en même temps d'apporter ma petite touche, voilà, de ce que je considère être un vin équilibré et de ce que je considère être des défauts dont j'ai souffert ici en Israël des vins, qui sont l'alcool, qui sont le déséquilibre, qui sont l'agressivité des vins, etc. Je voulais adoucir un petit peu tout ça et en même temps rester quand même dans une idée de terroir quand même entre guillemets et d'avoir des vins qui ont une identité qui soit marquée, qui soit pas de donner une vraie signature à mes vins comme j'ai pu le faire à Bordeaux. C'est important. Combien de temps ça vous a pris pour arriver à... Alors c'était 2 ans de recherche pour comprendre. 2 ans pour étudier le marché. Ouais. D'accord. Plus que ça, étudier le marché et puis étudier les terroirs et les raisins. Il fallait que je sache d'où je vais amener mes raisins, il fallait que je sache avec qui je vais collaborer, il fallait que je trouve un chai qui soit... Vous avez pris votre temps. Ouais, c'était important. Ouais. J'ai bien préparé. J'ai préparé, c'était important. Et après, si on voulait faire du travail sérieux, il fallait passer par ça. J'ai jamais cherché une approche cash du métier. C'est toujours la qualité, c'est toujours la passion, c'est toujours vendre une histoire, mais la vendre d'une manière vraie, authentique. C'était important pour moi. Est-ce que vous travaillez avec vous, dans vos équipes, avec des gens d'ici, d'Ashdod ou pas? Non. Pas d'Ashdod. Que des gens du Nord. Ouais, des gens du Nord. Oui, mon directeur des ventes aujourd'hui parce que Baruch Hashem, j'ai structuré la société. C'était important pour moi de m'entourer qu'avec des Israéliens. Ouais. Parce que c'est aussi c'est important de le dire au Olim qu'il faut pas rester enfermé dans un noyau français parce que il faut donner des couleurs différentes et puis on n'est pas capable de comprendre les couleurs aujourd'hui. Moi, je pense que je ne comprendrai jamais Israël comme mes enfants le comprendront.
Ok. Voilà, j'arrive ici avec ma culture qui est marquée, qui est une vraie charita, comme on dit, qui est voilà, c'est gravé, ça va être difficile. Donc c'était important de m'entourer avec un directeur de vente israélien, des locaux, exactement, qui comprennent le marché, qui ont ce contact avec le marché que moi je ne peux pas avoir, et ça sécurise beaucoup l'activité, hein, c'est très important. Alors aujourd'hui on trouve ce vin ici uniquement, à l'étranger. Alors voilà, aujourd'hui, alors c'est très important, c'est ce que j'ai expliqué à mon distributeur aux États-Unis, qui est Royal Wine, que je dois le rencontrer ici en septembre. Je lui ai expliqué, il m'a dit comment ça se fait que j'ai pas vu tes vins avant. Je lui ai dit que je voulais pas être une marque virtuelle. Je voulais pas dire que je fais des vins israéliens, mais que j'existe pas sur le marché. J'en vois beaucoup, je trouve que c'est une hérésie de faire ça, de dire ouais je fais des vins israéliens. Donc vous avez attendu de pouvoir... d'être une marque existante, qui a pignon sur rue. Aujourd'hui on a à peu près une centaine de boutiques qui distribuent nos vins. On est sur des plages à Herzliya, on est au Dan Acadia, on est au Hof Hilton, qui boivent notre rosé cet été. On va faire des soirées, d'ailleurs je vous inviterai, ça va être super. Bien sûr, parce que là on peut pas boire, mais j'espère que la prochaine fois on va boire. Malheureusement c'est la semaine de Tchab B'Av, il faut le dire, donc on peut pas consommer, mais aujourd'hui je pense que j'existe aujourd'hui sur le marché, et maintenant effectivement si Dieu veut dans les 6 mois qui viennent on va être sur le marché européen et le marché américain. Et tout ça à partir d'Ashdod. Tout ça à partir d'Ashdod. C'est incroyable. Ouais. Et en 6 mois, pratiquement. En 6 mois, vraiment, ça fait 6 mois qu'on existe sur le marché. Et c'était, comme je l'ai dit à ma banquière, qui veut pas trop m'aider, si elle écoute, la banque Leumi, je lui ai dit, écoutez, ça fait, je connais pas dans l'histoire des marques israéliennes une marque qui a fait un parcours en 6 mois, qui a pu, 6 mois bien sûr, une préparation avant, mais en tout cas dans les 6 derniers mois, qui a fait cette dernière ligne droite avec 100 clients sur le marché, avec une marque qui existe, alors une marque dont on parle et qu'on aime. Vous parliez de la banquière, c'est très important quand on est entrepreneur d'avoir une banque qui nous suit. Comment on fait quand on n'a pas de VTech, on n'a pas de... Comment on fait? C'est très difficile. Parce que pour se développer, il faut des sous. Ouais, c'est très difficile. Parce que là, aujourd'hui, j'ai cruellement besoin de fonds. Et pour pouvoir faire d'autres vins, je suis en train de travailler sur un vin blanc qui me manque cruellement dans la cuvée. Mais malheureusement, on est ric et rac au niveau de la finance. Et c'est vrai que 250 000 shekels, ça me ferait du bien là. Donc je suis en train de négocier avec les banquiers. Ils me disent, écoutez, vous êtes trop jeunes, on n'a pas encore l'activité. Pourtant, ils ont vu les chiffres d'affaires qu'on a fait dans les 6 mois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que la mairie pourrait peut-être franchement, aider? Ça veut dire que moi, je trouve, donner un coup de pouce aux entrepreneurs qui sont comme ça à mi-chemin. Ça existe. Vous savez que vous avez le droit avec des prêts. Vous savez qu'il y a des choses quand même. Mais c'est peut-être pas suffisant à votre niveau. C'est pas suffisant. Franchement, il y a eu Yael qui a été interviewée juste avant moi. Je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que c'est elle qui m'a accueilli au début. Elle m'a aidé à monter mes business plans parce qu'en hébreu c'est très compliqué pour aller devant les banques et parler, je pouvais pas, donc elle m'a accompagné souvent et je voudrais vraiment rendre ici un hommage, un hommage aux Misrad Akita qui ont été vraiment présents. Ce sont les seuls qui sont dévoués, qui sont avec nous. Malheureusement ils n'ont pas trop de pouvoir et de moyens. Mais en tout cas ils sont là avec nous, ils nous accompagnent. Ce qu'ils peuvent donner ils le font à 100%. Maintenant on n'a pas... D'abord, comment aller expliquer à une banque, quand on est français, qui on est? Je parle hébreu, je pourrais parler avec eux, comme je leur dis, je peux parler aussi en hébreu avec vous. Ils me disent, c'est génial, tu parles hébreu, c'est super. Je dis, je parle hébreu, mais je suis pas capable Il faut avoir de la patience, quoi. Oui, il faut avoir des mots techniques, etc. C'est compliqué. Donc on est vraiment jeté à l'aventure. Et je pense on devrait avoir vraiment une assistance pour ça. En tout cas devant les banques, ça serait vraiment génial. Ce serait sympa. Ouais, ça serait génial. Ouais. Bon, voilà, pourquoi pas une nouvelle idée, on ne sait pas, un nouveau projet. Voilà. Absolument. Super. Bon, en tout cas, ça a l'air très très bien parti pour vous, on est content, vraiment. Merci. On vous souhaite de réussir. Merci. On se distribue 6 mois avant, vous m'aurez vu en train de transpirer. Là, je suis plus sourire parce que pour Hachem, on a. C'est dans la bouteille déjà. Ouais, on a d'abord dans la bouteille. Là, je suis en train de faire la mise en bouteille de 2017. Et on est en pleine vendange de 2019. Ouais, ça va vite. Donc, ça va être super. Il faut savoir que mes vins, c'est 2 ans de vinification. C'est parce que je ne fais pas des vins simples, c'est-à-dire je ne fais pas des vins que j'ai pressés, que j'ai fermentés. En tout cas, c'est sympa de nous avoir amené les bouteilles parce que maintenant, quand on les verra dans les boutiques, on saura qu'on aide un Olé Khadash d'Ashdod et que c'est du super vin fait avec beaucoup de soin. Voilà, bravo en tout cas. Merci Cathy, merci de m'avoir invité. De rien, avec plaisir. Je trouve que ça aussi, c'est un support et un soutien qui est important. Et ben voilà, on est là pour ça. Voilà, super. À très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt, bye bye.